bonjour! Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque, qui est également un vlog de vacances en ce qui me concerne. Donc, pas beaucoup de plans à part lire, et puis, ben voilà, lire, et aussi, ben, si j'ai le temps, lire. Alors, voilà. Ben écoutez, je vous prends, on est le lundi 13, 14, 15, 16 septembre. Et moi qui pensais prendre une semaine de vacances en septembre pour profiter de l'automne, c'est pas exactement ça, comme vous pouvez voir avec ma tenue. C'est les canicules. Ce sont en fait les canicules qui sont revenus. Ben, peut-être pas de canicules, parce que je pense qu'il n'y a pas de facteur humidex, mais on est vraiment proche du 30, donc c'est un peu bon en même temps. Hein, c'est comme ça. Il va falloir que je repense un peu mes choix de vacances pour la suite des choses, parce que je suis un petit peu une fille d'hiver, donc on verra bien. Ça, c'est pas nécessairement pertinent pour vous, mais il fallait que je vous mette en contexte. Alors, me voici dans une toute nouvelle semaine, en effet. Et j'ai beaucoup de choses dont je veux vous parler. Ou en fait, est-ce que je vous parle tout de suite de... Oui, je vais faire de ma lecture en cours, parce que j'ai déjà commencé une lecture hier, mais j'ai juste pas eu le temps de vous prendre. Alors, j'ai décidé de me lancer. C'est les vacances cette semaine. La thématique, ça va être je lis ce dont j'ai envie au moment où j'ai envie de le lire. Et j'avais envie de continuer la toute douce, aventure de Cozy Mystery de Faith Martin. Donc, j'ai décidé de lire un autre Loveday and Rider qui s'intitule en anglais A Fatal Night. Et en français, c'est Réception funeste à Oxford. Donc, si j'ai bien compris l'avant-dernier tome de cette série-là. Puis en fait, comme je vous disais, je retrouve toujours cette série-là avec plaisir, ces tomes-là avec plaisir, mais particulièrement pour les personnages principaux. Donc, Dr. Ryder, Trudy Loveday, qui est la constable, l'agente de police. Et l'évolution des personnages se fait sur tous les tomes. C'est pas des évolutions majeures, mais plus ça va, plus on s'y attache. Il y a toujours un peu en arrière-fond des questionnements à savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, à la fois de l'agent de police et du Dr. Ryder, parce que, pour rappel, c'est la série où le Dr. Ryder, c'est un coroner de City Coroner. Fait que je sais pas si c'est juge de la cour municipale, mais il a l'air à faire vraiment les enquêtes du coroner sur les morts suspectes. Fait que c'est pas un équivalent ici là, au Québec. Et c'est un ancien chirurgien. Et il a décidé de arrêter sa pratique d'un coup à un moment donné, dès qu'il s'est rendu compte qu'il y avait le Parkinson. Donc, il s'est fait diagnostiquer en dehors du pays pour pas que les gens apprennent qu'il y avait le Parkinson, mais bien entendu, quand il a constaté qu'il y avait quelques manifestations, il n'a pas attendu, il était allé se faire diagnostiquer, puis il a tout de suite remis sa démission pour la chirurgie en donnant pas de raison, parce que c'est vraiment la meilleure place pour avoir le Parkinson. Et il a décidé de camoufler ça puis de devenir coroner, parce que dans le fond, il disait qu'il y avait encore beaucoup à donner à la société, puis il n'était pas encore avancé dans les effets du Parkinson sur lui-même. Donc, tout au long des tomes, évidemment, ces deux-là vont faire une équipe un petit peu dépareillée, mais vraiment agile puis alerte, parce que lui, ça va être son expérience puis sa capacité à bien décoder l'âme humaine et tout ça qui va vraiment être sa force. Puis Trudy Loveday, c'est en fait la vigueur de la jeunesse, sa curiosité, sa soif d'apprendre, sa détermination, des fois un petit peu son insouciance aussi, qui va faire en sorte qu'elle va se mettre un peu dans des situations un peu particulières. Mais super intéressant parce que c'est une personnage, en fait c'est elle la personnage principale c'est les deux en même temps, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le fun parce que c'est une femme police. Elle subit justement la discrimination dans son poste de police. Celui-ci, ça se passe en 1963, je pense. Donc, on est vraiment, je vous disais, ça commence au milieu des années 50. Donc, on n'est pas nécessairement au début du siècle. Là. On n'est pas comme dans les autres romans policiers classiques ou Cozy Mystery classiques. On n'est pas non plus dans un petit village. On est à Oxford, OK, en Angleterre, mais on n'est pas nécessairement dans une petite bourgade. Mais ça reste quand même qu'il y a beaucoup le symptôme de la société paternaliste. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que la relation entre le Dr. Ryder et Trudy Loveday, c'est que c'en est une de mentorat bienveillant et non pas de mansplaining, disons. Donc, lui, il voit qu'elle veut apprendre, il essaie qu'elle ait toutes les opportunités d'apprendre par elle-même, pas nécessairement en lui expliquant ce qu'elle devrait tirer comme conclusion. Évidemment, en étant un peu en arrière d'elle au cas avec sa sagesse, comme des fois, on peut quand même être présent, par exemple, quand un enfant apprend à rouler sur un vélo à deux roues, on ne va pas pouvoir pédaler pour lui, mais pour le début, on est quand même là pour la balance un petit peu. Donc, c'est pour ça que je les adore, ces deux personnages-là. Comme je vous dis, c'est une série dont l'intrigue n'est pas nécessairement, ça réinvente pas nécessairement la roue, mais comme les personnages sont super intéressants, on dépasse quand même un peu les clichés, puis qu'il y a d'évolution des deux personnages principaux suffisamment pour que ça soit vraiment attrayant, je m'y penche toujours avec bonheur. Donc,
je vais vous lire je vais vous lire la quatrième de couverture. En fait, ce qui est indiqué comme présentation de l'éditeur pour la version française qui est chez HarperCollins, parce que ça dit pas grand-chose, puis c'est correct, dans le fond, c'est parfait là, ça s'en divulgue pas trop, mais moi, ça va vous mettre en contexte. La bonne société d'Oxford se réunit chez Mrs. Vender pour célébrer le passage à l'année 1963. Au petit matin, l'un des invités est retrouvé dans sa voiture, visiblement mort de froid. La policière Loveday et le coroner Ryder suspectent un meurtre. Au fil des interrogatoires, un entrelac de secrets, de rivalités et de médisance émerge au sein de cette petite communauté. Donc, évidemment, là, sans surprise, comme je vous dis, ça ne dit pas grand-chose, mais c'est ça l'intrigue policière qui est au centre de ça, mais évidemment, c'est un peu aussi une excuse. Il y a d'autres développements en parallèle qui vont se faire. Mais voilà, donc je suis plongée là-dedans, je l'écoute en audio volontairement, je l'ai aussi en numérique, mais je l'écoute en audio parce que la narratrice est vraiment bonne. Je vais vous mettre la vignette aussi du livre audio. C'est elle, je pense, qui lit tous les tomes de la série en anglais. Puis je trouve qu'elle fait juste un bon dosage. Ça rend la trame dynamique, mais c'est pas non plus de l'overacting. Donc ça laisse quand même place à la plume de l'auteur quand même. Bon, on s'entend là pour le Cozy Mystery, c'est pas le style littéraire qui est le grand focus. C'est plutôt la capacité à rendre les personnages attachants, fascinants, intrigants, puis à avoir une certaine intrigue policière qui fait en sorte qu'on a quand même envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé puis comment ça s'est déroulé, sans nécessairement en faire quelque chose d'ultra insoluble. Mais voilà. Donc, ma lecture en cours, c'est ceci. Et sinon, je suis passée à la bibliothèque hier et j'ai également reçu mon fameux envoi dont je vous parlais à la fin du dernier vlog. Je vais quand même vous les montrer parce que c'est des titres que je trouve intéressants. Donc, en fait, c'est pas... Je les ai reçus parce que j'ai fait des achats, mais c'est pas dans le but de vous dire que je suis donc fière d'avoir acheté des livres à ma bibliothèque. C'est juste qu'il y a des choses que je voulais absolument avoir. Puis là, je trouve que je suis quand même tombée sur quelques petites découvertes sympathiques. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai à la bibliothèque? C'est enfin, finalement, le fameux deuxième titre, à l'époque en tout cas, du label Le Renard Doré qui est chez Rue de Sèvres, qui font des mangas. Et c'est La Forêt Magique. La Forêt Magique de Oshigahara. Voilà. Hop, reflet. De Isae Iwaoka, donc chez Le Renard Doré. Et je vais vous montrer un peu les dessins. On est quand même un petit peu loin des mangas. Ben, on est quand même dans une manga traditionnelle, mais pas tant que ça. Je vais vous montrer quelques planches. Il y a quand même des compositions un peu d'action, mais c'est pas trop chargé, donc moi ça me plaît. Donc c'est parti pour la mini quatrième de couverture. À Oshigahara se trouve une forêt bien mystérieuse. Dans ce merveilleux lieu hors du temps, la magie opère à chaque instant. La nature s'anime, les animaux parlent et la vie se voile de surnaturel. C'est là que Soichi, un jeune garçon prévenant, cohabite en harmonie avec les esprits de sa maison et vient en aide aux âmes égarées. Sous les branchages de cette forêt se dessine une ode à la nature fantastique, poétique et humaine qui se révélera aussi tendre que déchirante. Donc, ça a l'air super mignon. Je l'avais vraiment ciblé parce que la couverture, vraiment, l'illustration de la couverture m'avait vraiment happée. Je suis moins magie, mais ça a l'air d'être plus comme une tranche de vie magique. C'est comme ça que je le recevais. J'ai vu des avis un peu mitigés sur ça, donc qui sont passés parce que c'est paru en France depuis quand même un moment. Donc, des gens qui ont même abandonné en cours de lecture parce que comme s'il n'y avait peut-être pas assez d'intérêt à l'histoire. Mais moi, je pense que je vais l'aborder comme une tranche de vie poético-fantastique un peu, poético-magique, puis je vais voir si j'accroche, mais ça me tenait quand même à cœur de le découvrir. Puis bon, ça fait longtemps que j'attends pour l'avoir à la bibli, donc je vais le lire malgré tout, c'est gratuit. Et ensuite, j'ai finalement mis la main sur l'adaptation en roman graphique du un peu classique, en ce qui a fait sortir pas mal le Triste Militia d'Acosta, qui est son roman Tout le bleu du ciel. Et cette fois-ci, c'est l'adaptation qui est faite par Carbone et Juliette Berthaudière, et c'est chez Albin Michel, bande dessinée. Donc, vous allez voir un peu des reflets, ouais, comme ça peut-être. Ouah, c'est difficile. Voilà. Et je vais vous montrer quelques planches. Donc, c'est pas nécessairement au départ des traits qui me plaisent d'emblée, mais on sent qu'il y a il y a un thème colorimétrique de rose, d'après ce que je peux voir. Je sais pas si ça varie des fois. Oui, quand même.
comme ça. Puis, ben, pour rappel, sans vous le lire, mais en gros, c'est l'histoire, pour ceux qui ne le savaient pas, parce que c'est un roman au départ. En fait, c'est que c'est un jeune homme qui souffre d'Alzheimer précoce et qui va mettre une petite annonce pour trouver quelqu'un qui veut l'accompagner dans un road trip qu'il veut faire pour sa comme un peu de dernière année de lucidité. Et c'est cette fameuse Joanne-là qui va répondre à l'annonce et qui vont... ben, en fait, ils vont cohabiter pendant tout le temps de cette espèce de road trip-là, qui va non seulement être un voyage, j'imagine, sur la Terre, mais aussi un voyage au cœur de l'âme humaine, puis de qu'est-ce que la maladie peut avoir. Donc, j'avais hésité parce que ça m'atteignait potentiellement beaucoup dans des sphères personnelles. Puis, j'étais pas sûre pour le roman, mais je me suis dit que peut-être que le résumé du roman graphique, peut-être que ça serait suffisant pour me donner au moins une idée de qu'est-ce que ça peut être. Donc, je peux pas vous dire si c'est exactement comme le livre, mais on va voir comment ça va se dérouler. Donc, ces deux livres-là ici, donc, qui sont mon fameux petit bocal de bibliothèque, et c'est des romans graphiques. Ce qui m'amène aussi à vous dire que potentiellement cette semaine, je vais voir ce que je vais faire, mais ça se peut que je me fasse une semaine Cozy Mystery pour en livre audio, puis roman graphique en lecture papier. Puis ben je sais pas, je vais voir comment ça va en termes de durée, vu que je suis en vacances, je risque d'avoir plus de temps de tourner un peu, fait que peut-être que vous allez avoir le vlog en deux parties. On verra, je vais m'adapter. Sinon, ce que j'ai commandé à l'autre endroit où je commande au Canada, donc c'est comme je disais, c'est des fins de ligne de livres, mais c'est pas Amazon. J'ai trouvé ceci, j'ai pas encore lu. J'ai pas encore lu Is Dark Materials de Philip Pullman, donc The Golden Compass, puis la trilogie en fait, mais je suis toujours un peu fascinée par ça. Puis là, il y avait ça qui est comme un peu d'un roman, une espèce de livre compagnon, là, un peu comme il y avait dans Harry Potter aussi avec le livre des bêtes magiques, je pense. Et c'est The Collectors de Philip Pullman. Puis c'est une histoire qui se passe, je crois, avant. Je pense que c'est un préquel. Et ça se passe par une nuit d'hiver à Oxford, où il y a deux collectionneurs d'art qui sont assis au bord d'un feu et puis qui discutent de certaines œuvres d'art qui sont assez inusitées puis qui ont récemment acquis. Et ces œuvres d'art-là, en fait, c'est un portrait d'une jeune femme ainsi que une sculpture de bronze d'un singe assez épeurant. Et ces deux œuvres-là semblent connectées semblent avoir un lien de façon assez mystérieuse. Mais en fait, eux autres, ils n'ont pas vraiment l'intuition que ces deux œuvres-là vont les mettre, dans le fond, à la croisée des chemins d'une histoire qui a, en fait, c'est pas un prequel, donc c'est un sequel, d'une histoire qui a existé puis qui a vraiment traversé le temps et les mondes. Donc, on sent que ça se passe après, justement, finalement, la trilogie de The Golden Compass. Puis je crois que ça se passe entre Is Dark Materials puis The Book of Dust, qui est la suite. Bon, voilà. Puis je trouve ça cute parce que c'est un petit opuscule en relié avec des petites illustrations à l'intérieur. Voilà. Donc, je me disais, peut-être que je pourrais enfin commencer par ça, je ne sais pas trop. Sinon, je m'étais acheté un des livres de un autre duo que j'aime beaucoup de femmes détectives qui s'appelle Pencoast et Parker. Donc, c'est de Steven Spotswood. Et j'avais lu les deux premiers tomes. Et puis celui-là, ben, Secret Type in Blood, je l'ai lu aussi. Mais j'avais pas encore ma copie papier. Puis j'ai décidé d'en faire l'acquisition. Donc ça, c'est pas un livre à lire, c'est un livre lu. Mais bon, j'aurais aimé l'avoir encore en relié. Mais là, je trouvais que l'édition papier en mass market, en format broché, en fait, était quand même intéressante. Sinon, j'ai pas pu résister à un autre, Veronica Roth. C'est très drôle que je vais te lire du Veronica Roth parce que quand elle avait sorti sa série Divergente, j'étais vraiment pas attirée par ça. C'est de la dystopie, mais j'étais comme pas attirée du tout par ce type de formule-là. Puis après, c'est devenu vraiment comme la formule pour la dystopie. Mais en fait, depuis que j'ai lu son fameux, je me souviens plus c'est quoi le titre, c'est des petits opuscules qui reprenaient en fait le Antigone de Sophocle, mais dans une version dystopique. Je vais mettre la vignette ici. Mais j'ai trouvé ça cool quand elle fait vraiment des tomes qui sont des tomes uniques. Donc là, je me suis lancée dans celui-ci. Puis c'est Poster Girl de Veronica Roth. Puis je vais essayer de voir si je suis capable de... dans le fond, ça semble se passer dans un monde qui est la mégalopole Seattle-Portland. Fait que j'imagine que ça doit être assez gros. Et pendant des dizaines d'années, les gens qui vivent à cet endroit-là sont toujours sous surveillance par le fait qu'ils sont obligés de porter un implant oculaire
qui enregistre tous les mots et toutes les actions qu'ils font et qui va à la fois récompenser ou punir selon un code moral rigide qui a été mis de l'avant par The Delegation. Et évidemment, après ça, il y a eu une révolution, la Delegation a fini par s'effondrer et dans le fond, les personnes qui restaient de cette espèce de groupuscule-là qui était vraiment contrôlant ont été enfermés dans ce qui s'appelle des apertures. On est vraiment dans le vocabulaire oculaire. Donc, une prison qui est vraiment à la limite de la ville. Puis après, tout le monde a comme un peu oublié ça. Sonia, qui est une ancienne poster girl, donc ben, ça le dit, là, l'image d'un concept pour cette délégation-là, en fait. Elle aussi, elle a été emprisonnée pour 10 ans. Puis après 10 ans, il y a un ancien ennemi qui vient la voir avec une proposition. Trouver une jeune fille qui a été volée à ses parents par l'ancien régime, donc de Delegation, et en échange, gagner sa liberté. Donc, ça a l'air super intéressant. Pas trop long comme livre non plus, mais 272 pages à peu près. Donc, voilà, celui-ci. Ensuite, ça fait longtemps que je l'ai vu passer. On a eu la version française qui est faite chez, je me souviens plus c'est chez qui. Mais c'est aussi une grosse brique comme ça. Mais c'est celui-ci, ça s'appelle The Hunting Accident, A True Story of Crime and Poetry. Hop. Et c'est de David L. Carson et Landis Blair. Et ça m'avait toujours marqué. Puis la version française avait une couverture foncée. Je vais vous mettre aussi la vignette. Et je vais vous montrer un peu l'intérieur. On est vraiment dans un camailleux de... En fait, c'est crayonné. Ça me fait penser à l'autrice qui a fait... mais c'est au stylo bleu, là, mais... je n'ai pas peur des monstres, quelque chose comme ça. Je vais vous mettre aussi la vignette. C'était comme tout au stylo bleu. Là, c'est vraiment comme un peu ce principe-là, là, des traits fins en noir pour tout le livre. Et on sent que c'est un rapport avec la vision, bien entendu. Je vais vous montrer autre chose. Dans le noir, ça semble être les souvenirs des personnes. Si je montais une page qui est un peu plus claire, il n'y en a pas beaucoup, mais mettons celle-là. Et à l'arrière, ce que ça dit, c'était que c'était un accident de chasse. Charlie était pas mal sûr de ça. C'est comment son père, Matt Rizzo, un gentil intellectuel qui écrit des poèmes en braille, a perdu son sens de la vue. Ça n'a pas été... En fait, ça a pris l'arrivée de l'adolescence avec des années assez troublées pour Charlie, alors qu'il était obligé d'assumer les conséquences de des petits délits qu'il avait faits, qu'il a fini par apprendre c'était quoi la vérité. Dans le fond, que son père avait été aveuglé par une balle qui avait explosé à son visage et que c'était alors qu'il participait à un vol à main armée. Dans le fond, ayant récemment perdu la vision et sans trop d'espoir, ce fameux Matt-là va commencer sa nouvelle vie à la prison de Stateville. Et à cet endroit-là, la vie de Matt et le destin de son âme ont été un peu sauvés par un des plus populaires, un des meurtriers les plus connus d'Amérique, qui est Nathan Leopold Jr., de l'infâme duo Léopold et Loeb. Donc, ce que je comprends, c'est que par le biais de potentiellement une rencontre en prison, cet homme-là va finalement raconter qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Puis ça a l'air excellent. Vraiment, ça m'intriguait depuis longtemps, puis j'ai jamais osé parce que c'était très chargé à l'intérieur. Mais là, comme j'avais l'opportunité de la voir, en plus en version originale, je me suis dit que j'allais pas bouder mon plaisir. Et enfin, ça, c'est un accident de parcours, dans le sens où je l'ai vu puis j'ai pas pu m'empêcher. C'est un album jeunesse, mais ça a l'air assez particulier. Donc, c'est Through the Wall de Jonathan Standing et c'est chez Salaria. Oui. C'est considéré comme un roman graphique, mais c'est plus un format d'album. Je vais juste voir si je peux vous montrer quelques trucs à l'intérieur. Ouais. Ça ressemble plus comme un album pour les grands, disons. Et puis, à l'arrière, ça dit que d'un côté d'un mur assez épais vivait un garçon. C'était un monde très triste, à l'ombre du mur.
Tout le monde... tout le monde était toujours en train de hurler après les gens qui vivaient de l'autre côté de ce mur-là. Cette histoire-là aborde le pouvoir de l'amitié, son potentiel de pouvoir traverser tout, même tout ce qui est dissension, puis divergence d'opinion. Donc, puis je sais pas si c'est... Non, Aid for Sheer... Ah, voyez-vous, l'auteur a travaillé sur des video games, dont X-Men, dans la franchise X-Men. Donc, je ne sais pas si pour quelqu'un ça peut vouloir dire ça, mais ça m'a tenté, ça me semblait, évidemment que je me doute un peu vers où on va nécessairement se diriger, mais je trouve ça toujours intéressant comment ce genre de dilemme-là est abordé. Donc, voilà, pour celui-ci. Alors, ça, c'était mon fameux book haul d'achat. Je suis bien contente parce que c'est vraiment des livres que c'est des choses que à part peut-être le petit Philippe Pullman que je pense que je vais faire, que j'ai juste acheté parce que j'étais comme séduite par le format. Là. Mais sinon, dans le fond, c'est des choses que j'ai vraiment envie de découvrir et vraiment hâte de découvrir. Donc, voici pour le fameux petit book haul en plus. Et cette longue séquence va finalement se terminer ici parce que, je peux pas vraiment dire allez, on se lance parce que c'est déjà commencé, mais allez, on se poursuit ça. Et une porte d'entrée vers cette autrice-là. Donc voilà, je ne recommande pas forcément celui-là pour entrer dans l'univers de l'autrice, mais si vous voulez vraiment rentrer dedans et être dans la littérature japonaise, belle, contemplative, descriptive, tout en finesse, en poésie, allez-y. Sachez juste qu'il fait un peu plus de 500 pages. Donc voilà, mais en tout cas très beau, très belle lecture. Hey, bonjour! Alors on se reprend en ce mardi, je sais pas quoi la date, je suis en vacances, j'ai le droit de pas la savoir. Je pense que c'est 18, non, ça se peut pas. Peu importe, mardi, quelque chose septembre. Et j'ai terminé avec beaucoup d'émotions le fameux tome, je pense que c'est 7, je suis pas certaine, des Loveday and Rider de Faith Martin, donc A Fatal Night, ou Réception funeste à Oxford. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, c'est comme j'ai présenté un petit peu la série puis la plume de l'autrice, mais ça remplit vraiment sa fonction. Ça dépasse toujours un peu mes attentes parce qu'en fait, on retrouve les personnages vraiment avec plaisir. Et il y a énormément d'évolution des personnages d'un tome à l'autre, c'est ce qui est intéressant. Cette fois-ci, il va y avoir on pressent un changement majeur dans la vie professionnelle de Trudy Loveday, donc l'agente de police. Et on est témoin d'un grand tournant dans la vie personnelle, en fait, du coroner Clement Ryder, sans trop donner de détails, mais si vous avez vu la série, vous devez vous douter un peu de ce que c'est. Puis finalement, l'intrigue policière en tant que telle, comme ce que je vous disais, c'est que ça a toujours l'air un peu banal, comme là, ça se passait vraiment dans un milieu fortuné, ça ressemblait un petit peu à des intrigues de cour un peu et tout ça. Mais finalement, on se rend compte que, peut-être que c'est ça, mais finalement, ça cache quand même de la souffrance humaine qui, bien entendu, justifie absolument rien, mais de la souffrance humaine qui est un petit peu plus profonde que qu'est-ce que peut évoquer le petit côté cozy, mystery, comment c'est présenté et tout. Donc, il ne faut jamais se fier aux apparences. C'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui osent pas dire qu'ils lisent des cozy mystery. Moi, je lis pas que du cozy mystery, puis je choisis vraiment mes cozy mystery. Je suis assez picosseuse là-dessus. Il y en a beaucoup qui me plaisent moins. J'ai peut-être 3-4 séries qui me plaisent beaucoup. Puis en fait, c'est que ces textes-là présentent des qualités que je recherche de toute façon, peu importe le genre littéraire. Donc, c'est une petite invitation aussi des fois à percevoir les choses un peu autrement, à garder l'esprit ouvert. Même si ça n'avais jamais lu, moi, c'était vraiment pas mon genre avant. Mais c'est parce que je savais pas exactement ce que c'était du cozy mystery. Puis le cozy mystery en série avec... par exemple, le Anna Swenson, pour moi, ça vient vraiment pas me chercher. Anna Swenson je me souviens jamais c'est quoi l'autrice, mais je vais vous mettre au moins le premier tome, c'est comme Meurtre et biscuits au chocolat, quelque chose comme ça. Toute cette série-là, je pense que c'est comme 25 ou 30 tomes. Quand c'est en série comme ça, souvent, il n'y a pas beaucoup d'évolution dans les personnages. Les personnages sont un petit peu à deux dimensions, puis c'est un petit peu une recette qu'on reprend. La recette, bon, excusez-moi pour le, pour le jeu de mots involontaire, mais
c'est une recette qu'on reprend en fait à chaque tome, puis une fois que c'est terminé, c'est aussi vite lu, aussi vite oublié. Par contre, moi, ceux qui me marquent un peu plus, c'est quand il y a vraiment une évolution, un fil rouge qui court du début de la série à la fin. Puis souvent, ça va être des séries plus de maximum 10-12 tomes, parce que dans le fond, on peut pas vraiment... Il y a quand même un maximum de tomes sur lesquels on peut étirer un fil rouge et que c'est un petit peu plus plausible dans ce sens-là. Puis que... si peut-être des fois l'intrigue n'est pas nécessairement novatrice, ça va toujours impliquer des personnages qui sont indiscutablement humains malgré le fait que ce sont des personnages de fiction. Puis c'est ça qui va me marquer. Fait que, j'aime mieux vous le dire parce que c'est sûr que techniquement, Faith Martin, c'est quand même dans les plus légers, en fait, des Cozy Mystery que je lis, entre guillemets. Donc, c'est sûr, comme je vous dis, il y a une certaine profondeur, mais on est quand même loin de, par exemple, Julia Chapman et encore plus loin de Richard Osman. D'ailleurs, je m'en viens avec ça. Dans la façon de construire les personnages, puis ce qu'ils vivent, puis ce qui est décrit de ce qu'ils vivent et tout ça. Mais il y a quelque chose quand même qui est là. Puis même de Steven Spotwood, peut-être. Donc, vraiment, ceux-là, c'est assez plus... C'est qu'il y a beaucoup d'humour, mais en même temps, même s'il y a beaucoup d'humour, ou peut-être juste parce qu'il y a beaucoup d'humour, on dirait qu'on se permet un peu plus d'aller un petit peu plus loin dans l'humain, puis dans ce à quoi on peut se rattacher en tant qu'humain qui vit dans la vie réelle. Puis sinon, ben, dans le fond... pour certains autres, ben comme là, c'est ça. Faith Martin, moi, je l'avais commencé en me disant, ça a quand même l'air assez léger, mais ça présente quelques qualités intéressantes qui font en sorte que ça serait pas juste pour moi du consommable, entre guillemets. Puis finalement, je m'attache vraiment au personnage. Donc, comme je vous dis, ça vaut vraiment le coup. Bon, vraiment éditorial, là, mais juste, c'est pas que je veux que tout le monde lise du Cozy Mystery, c'est juste que, en tant que lectrice d'abord, puis en tant que, bon, avant libraire, maintenant bibliothécaire, mais c'était un peu la même chose pour la perception des livres. Par exemple, les BD, dans le temps, on disait « Ah, mais les BD, c'est pas des vrais livres. » Puis je dis dans le temps, mais c'est pas encore dans le temps. On entend encore ça au boulot. Et même chose pour tout ce qui est littérature de genre. Ben écoutez, savez-vous que comme dans la vraie vie, il va y avoir de tout dans tous les genres. Donc, il peut y avoir de l'excellent comme du très mauvais. Et il faut juste être capable d'avoir une certaine... connaissance de ce qui nous plaît dans les plumes, puis même si on a peut-être des attentes un peu plus exigeantes par rapport à certaines façons d'écrire des romans ou certains styles littéraires ou certaines façons de construire les intrigues ou les personnages, ben sachez que ça se retrouve dans tous les genres. Donc, il faut toujours oser un petit peu quand même. Bon, j'arrête de faire la morale, mais bref, super lecture, vraiment coup de cœur. Je pense que le dernier, c'est... je sais pas si en anglais c'est quoi. A Fatal Hand. Et puis en français, je pense que c'est Dernière danse à Oxford. Donc, je crois que c'est le dernier tome. Puis ça ferait du sens selon qu'est-ce qui se passe dans le tome que je viens de lire par rapport à la vie personnelle de Clement Ryder et de ce qu'on pressent arriver dans l'avenir professionnel de Trudy Loveday. Donc, j'ai presque voulu l'enchaîner, mais je vais m'en garder un petit peu pour plus tard pour pas quitter les personnages. Donc, voilà. C'est ce qui fait que j'ai quand même tergiversé, mais je me suis lancée finalement dans un livre qui sort aujourd'hui. Donc, on est le 17 septembre. On est le 17 septembre. Donc, c'est le livre qui sort aujourd'hui, donc le fameux Richard Osman, We Solve Murders. Donc, l'auteur, pour rappel, de Thursday Murder Club, que j'avais vraiment à dire. Que j'ai beaucoup aimé, puis qui est un exemple parfait, comme je vous dis, du pas tout à fait cozy mystery, mais quand même, parce que c'est un auteur qui réussit à créer des personnages, et particulièrement des personnages d'un âge certain, disons, avec beaucoup d'expérience de vie, et qui sont super vifs, auxquels on s'attache, auxquels on est capable de s'identifier par moment, même si on n'est pas nécessairement dans la même génération, et qui met dans le fond la vie au centre, en fait, la vie réelle, la vie humaine, la vie avec toutes ses failles au centre même, en fait, de toutes ces intrigues. Mais puis ça, même sous l'apparence de quelque chose de léger, mais c'est pas tout à fait léger. Donc ça, c'est une nouvelle série qui commence. Et comme je vous avais dit, je me souviens pas si j'en ai parlé, je pense que je vous ai décrit ça. Je me souviens plus si c'est au début de ce vlog-ci, mais je pense pas. Je sais plus. Donc, dans le fond, c'est l'histoire de Steve Wheeler et Amy Wheeler. Steve Wheeler, qui est un ancien policier qui est à la retraite et qui s'est parti d'une petite agence de détective pour un peu passer le temps parce qu'il vient de perdre sa femme, Debbie, et qui est un peu solitaire. Son fils vient pas nécessairement le voir souvent. Et Amy Wheeler, qui est la belle-fille de Steve Wheeler, donc la femme de son fils, qui vient moins souvent le voir, et qui, elle, est je vais dire, bodyguard.
Bref, elle s'occupe de la protection de personnes célèbres, la protection privée et personnelle, la sécurité personnelle. Et elle est là en ce moment, elle est sur une île déserte avec une autrice populaire qui s'appelle Rosie D'Antonio, mais qui est obligée d'être isolée sur une île parce que elle écrit un roman qui mettait en scène un personnage qui faisait référence pas très discrètement à un oligarque. Il me semble un oligarque russe, mais je suis pas sûre, qui n'a pas particulièrement bien pris le fait qu'il y ait des références très peu voilées à lui dans le roman de cette autrice-là. Et pour la propre sécurité de l'autrice, ben, elle a engagé une agence privée puis ils l'ont envoyée sur une île avec cette agente-là, Amy Wheeler. Et tout ça pour dire que Amy Wheeler, dans le fond, on sent qu'elle a un bagage particulier. Il y a des mots-clés comme services sociaux potentiellement dans son enfance, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Elle a l'air de quelqu'un d'assez solitaire, qui ne parle pas beaucoup de ses émotions. Puis, elle appelle à tous les jours son beau-père, donc Steve Wheeler, pour être sûr que tout se passe bien, parce que depuis le deuil de sa femme, elle veut être sûre qu'il ne se laisse pas mourir puis que tout va bien. Puis comme les deux travaillent un petit peu, tu sais, comme lui, c'est un ancien policier, puis elle est dans la sécurité des personnes, ben c'est sûr qu'ils ont quand même des petites choses en commun, donc ils jasent un peu et tout. Et puis, dans le fond, ça va commencer comme ça. Et en fait, en haut, l'invitation, c'est Solving Murders, It's a Family Business. Donc, parce qu'évidemment, comme vous pouvez voir, Steve Wheeler, ancien policier, maintenant détective privé, puis Amy Wheeler, qui s'occupe de la sécurité d'individus et tout. Mais dans le fond, ce qui va arriver, c'est que Amy Wheeler va se retrouver sur son île et va avoir finalement un cadavre. Et puis, avec le contexte qui fait en sorte que ça va... Le contexte qui entoure finalement ce cadavre-là, parce qu'on va comprendre qu'il y a d'autres morts qui se sont passées chez des clients de l'agence de sécurité de personnes pour laquelle elle travaille, on sent que peut-être que la confiance est elle ne peut plus vraiment faire confiance à grand monde. Donc, dans ce genre de contexte-là, elle va finir par appeler son beau-père Steve Wheeler à la rescousse parce qu'elle ne sait plus trop à qui se fier. Donc, ça, c'est la prémisse de base. Je viens de le commencer, je l'écoute dans les audios. Volontairement parce que vraiment le narrateur c'est très très bon, mais je sens être capable, je ne sais pas si je vais résister à juste le lire en livre audio. Je pense que je vais le lire quand même aussi en livre papier, donc c'est ça, j'ai déjà entamé, je n'ai pas beaucoup lu, je pense que je suis à la page 40, j'avais lu un tout petit peu d'entretien de maison à faire ce matin, puis j'ai décidé de l'écouter en livre audio, puis c'est excellent jusqu'à maintenant. On n'est pas jusqu'à maintenant dans le même univers du tout que The Thursday Murder Club, mais en même temps, il y a une parenté parce que le personnage de Steve Wheeler, c'est une personne d'un âge certain qui est encore super vif d'esprit, mais qu'il porte un deuil en lui très fort de sa femme, Debbie. Et Amy Wheeler, à sa manière, même si elle est mariée, mais tu sais, c'est comme un genre de loup solitaire, donc il y a vraiment une question d'un petit peu de solitude. Puis ce côté-là, un petit peu... mise en avant de l'âge certain puis de qu'est-ce qui peut venir avec ça, à la fois la maladie ou les deuils, mais aussi le souhait d'être utile encore à la société et le côté relation intergénérationnelle entre des âmes un peu blessées, peu importe leur âge, comme dans ce cas-ci, on sent que Amy Wheeler a l'âme un peu blessée, bien, c'est sûr que c'est quelque chose qui revient aussi qui était dans The Thursday Murder Club. Puis je pense que c'est une des choses qui fait qu'on s'attache tellement à cette série-là. Donc, à date, ça passe super bien. Voilà. Bon, je suis dans cette lecture-là. Comme je vous disais, je vais voir comment ça va. Peut-être que je vais prioriser de faire 2 petits vlogs cette semaine. Donc, je vais commencer ma semaine. Je vais voir si j'ai assez de matière. Je vais peut-être vous sortir un vlog le jeudi, puis un vlog le dimanche. Donc, on verra comment ça fonctionne pour pas que vous ayez un vlog de comme 1h30. Là. Moi, je sais que ça me dérange pas, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Donc, on va voir parce que je risque de lire quand même beaucoup cette semaine. C'est vraiment mon objectif premier. Alors voilà, je me replonge dans ma lecture. Allez, à tout bientôt! Bonjour, alors on se fait un petit coucou, on est le mercredi quelque chose, donc encore en plein milieu des vacances et je sais pas, là, depuis le début je finis par faire une lecture par 24 heures à peu près et comme vous avez pu voir, je me suis lancée tout de suite dans le fameux nouveau Richard Osman et je viens tout juste de terminer, donc We Solve Murders, qui
qui est une nouvelle série qui met en scène un improbable duo qui va éventuellement devenir un trio, mais je vous spoilerai rien. Donc, principalement, Steve Wheeler et Amy Wheeler, qui sont respectivement le beau-père et la belle-fille. Donc, Steve Wheeler étant le papa du mari de Amy Wheeler. Et j'ai beaucoup aimé ça. On est vraiment dans une autre dynamique et complètement un autre rythme que ce qu'on avait connu avec The Thursday Murder Club. Et c'est vraiment... c'est peut-être... Je sais pas comment dire ça. C'est comme un roman... C'est un thriller? Je sais pas trop. C'est comme un roman policier d'action comique. C'est comme un... C'est pas un cozy crime, c'est pas un cozy murder, mais c'est comme... je sais pas, c'est surtout, il y a énormément d'humour là-dedans. Il y a une péripétie à toutes les 2 minutes, donc c'est un rythme hyper rapide. En fait, on dirait vraiment un film d'action. Ça m'a fait d'ailleurs penser à l'ambiance, à une espèce de... le film R.E.D., je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, Red, qui était un film qui rassemble en fait des anciens agents de la CIA qui sont à la retraite depuis, puis en fait, quelqu'un au sein de la CIA décide de éliminer les anciens des agents qui étaient un peu trop, qui dérangeaient un peu trop. Et là, c'est là qu'on va voir que les agents en ont encore un peu dedans malgré leur âge et malgré le fait qu'ils sont supposément à la retraite. Là, il y avait, je pense, Bruce Willis, Helen Mirren, c'était-tu Samuel L. Jackson? Je me souviens plus, mais une super belle brochette d'acteurs et d'actrices. Puis, donc, c'est ça. Donc, un petit peu cette ambiance-là. Donc, on est vraiment dans une espèce de roman d'action qui tourne autour quand même d'une enquête importante, mais d'une enquête qui met en danger, en fait, un des personnages principaux, entre autres, donc Amy Wheeler, entre autres. On va se rendre compte rapidement que... finalement, elle est peut-être potentiellement ciblée par quelqu'un qui décide de tuer un après l'autre les personnes, les clients de l'agence pour laquelle elle travaille, l'agence de sécurité pour laquelle elle travaille. Et donc, ça m'a fait penser un peu à ça, R.E.D., donc rythme rapide. C'est des chapitres de comme 2 pages. Donc là, moi, je l'ai écouté en livre audio, là, mais c'est vraiment des chapitres de 2 pages. Je pense que les plus longs, c'est 3 pages. Donc, vraiment... Ça y va sans trop s'arrêter. Des chapitres rapides, un rythme rapide, beaucoup d'action, beaucoup de revirements, de la violence, mais pas décrite du tout. Donc, on est vraiment plus dans le côté, imaginez un gros blockbuster américain. Et aussi, ça m'a fait penser, à cause de la complicité entre les personnages principaux, bien évidemment, on a un petit quelque chose qui rappelle quand même un petit peu de Thursday Murder Club parce qu'un des personnages principaux, donc Steve Wheeler, c'est une personne, comme je vous disais, un policier à la retraite qui a vécu un deuil, donc sa femme est décédée et qui, d'ailleurs, ça fait un petit clin d'œil au tome 1 de The Thursday Murder Club, mais qui parle à sa femme tous les jours sur un banc sur lequel il y a son nom à elle, parce que si je comprends bien, c'est ça, je sais pas si c'est enterré pas loin, mais ça fait vraiment référence à quelque chose du tome 1 de The Thursday Murder Club, je vais pas trop en dire. Et c'est qu'un homme qui est bien dans sa routine, qui veut justement pas que les choses aillent trop vite, qui veut toujours planifier les choses pour être sûr de pas prendre aucun risque, pas être en danger, il se retient de vivre depuis toute sa vie, mais là, dans le fond, il vit un gros deuil. Puis il vit aussi le gros deuil de l'utilité, mais c'est pour ça que c'est un petit peu parti l'agence de détective. Mais à cause de ça, puis des personnages qui tournent autour, donc il y a sa bande à lui, qui est dans ce petit village tranquille-là, avec qui il va faire des soirées quiz au pub du coin. Et lui, il va s'impliquer. Ces cas d'agence de détective, c'est comme quelqu'un a perdu son chien. On est vraiment dans cette espèce de dynamique-là. Donc, il y a cette partie-là. Puis en même temps, les gens avec qui il va finir par interagir quand Amy Wheeler va l'appeler à sa rescousse, il va y avoir des amitiés improbables qui vont se faire, des liens qui vont se faire aussi. Puis ça m'a fait gros penser à le côté un peu intergénérationnel et spontané et comique et un peu... mon Dieu, c'est quoi le... Voyons, j'ai pas le mot. Pas Marivaux. Et je vais vous le retrouver, un classique de théâtre de porte qui claque.
Donc, à la série Only Murders in the Building, qui est sur Prime, je pense, mais c'est avec Steve Martin, Martin Short, puis Selena Gomez. Donc, eux autres, c'est une bande de 3 qui habitent dans un grand immeuble à plusieurs étages, puis il y a toujours comme des meurtres qui se passent, puis chaque personne est un petit peu mis en danger dans chacune des saisons, puis ils essaient de se débrouiller pour trouver c'est qui le meurtrier avant que il se fasse arrêter, puis ils ont un podcast en même temps. Donc, cette espèce de dynamique-là, d'amitié improbable puis intergénérationnelle, elle se retrouve aussi là-dedans. Donc, c'est super intéressant. Mais on est quand même un petit peu plus loin, pour le moment, en tout cas dans le tome 1, du côté qui est très accès à l'intériorité profonde des personnages. Par contre, ça veut pas... Parce qu'on est vraiment dans un roman d'action, là, comme clairement. C'est un roman policier, mais en fait, je sais pas si ça peut être un thriller, mais en tout cas, si c'est un thriller, c'est un joyeux thriller. C'est vraiment plus dans l'optique, comme je vous dis, de Only Murders in the Building, puis Red. C'est un peu plus cette approche-là, disons. Mais malgré tout ça, les personnages sont quand même bien plantés. Puis si, au départ, on a l'impression que c'est un peu comme des personnages sont caricaturaux, on en apprend quand même assez sur chacun des personnages qui sont peut-être pas encore totalement en 3 dimensions, mais ils ont cessé d'être en 2 dimensions. Donc, ils ont cessé pour la plupart d'être juste des personnages de fiction. On commence à en apprendre un peu plus sur eux autres. On a envie d'en savoir un peu plus sur eux autres. Mais on reste toujours avec le côté humour en avant-plan. Mais un peu comme ces personnages-là, on sent qu'ils sont conscients eux-mêmes qu'ils jouent un rôle dans la société pour essayer de juste pas nécessairement parler de leur vie intérieure. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on sent comme lecteur qu'ils ont une vie intérieure quand même. C'est juste qu'ils n'en parlent pas nécessairement. Fait que ça donne encore plus le goût de voir comment ça va justement se déployer dans les prochains tomes. Parce que dans le tome 1 de Thursday Murder Club, ça avait quand même obliqué vers la fin, vers quelque chose qu'on sentait déjà qui allait être un peu plus profond. Mais on restait quand même dans le côté un peu comique. Puis il y a tellement des répliques, et c'est incroyable. C'est vraiment super. Des citations qu'on pourrait prendre à toutes les 3 pages. De bonnes petites répliques avec une bonne verve puis un bon humour. C'est vraiment comique. Il y a des référents aussi à des films. Bon, je pense que c'est britannique. Là. Il me semble que Richard Osman, c'est un auteur britannique. Je suis pas trop certaine, mais je crois que oui. Je me suis jamais posé la question. Non. Bla bla bla. Bon, en tout cas, il habite à Londres, mais je sais pas s'il est lui-même britannique. Puis il y a un chat, ce qui explique peut-être pourquoi dans celui-là, Steve Wheeler a un chat, il s'appelle Trouble. Hein? Alors, c'est très drôle. Et voilà. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça n'a pas été tout à fait un coup de cœur, mais si je me souviens bien, quand j'avais écouté le premier tome de Thursday Murder Club, beaucoup de gens n'avaient pas aimé le premier tome, qu'ils l'avaient lu en papier. Moi, j'avais écouté en livre audio, puis j'avais vraiment embarqué. Il fallait juste se passer un peu de la mise en situation. La mise en contexte était assez lente. Dans celui-là, on embarque tout de suite dans l'action, donc c'est pas très difficile de se sentir interpellé par ça. Puis si c'est pas un coup de cœur, c'est que j'aimerais ça que ça aille un petit peu plus loin encore dans l'accès à l'intériorité des personnages, sans nécessairement qu'on perde le rythme qu'on a. Donc j'ai bien hâte de voir comment ça va débouler, parce qu'évidemment, à la fin, quelque chose va se passer d'officiel qui va faire en sorte qu'on se rende compte que oui, en effet, le fameux Steve et Amy Wheeler vont devenir un duo, potentiellement trio, qui est un petit peu incontournable pour la suite des choses. Donc, on va voir comment ça va se dérouler, mais ça a été une excellente lecture. Il n'est pas encore traduit en français, il vient juste de paraître en anglais, donc il va falloir patienter un peu pour ceux qui sont francophones et qui ne lisent pas encore en anglais. Cela dit, c'est pas très compliqué comme niveau, puis comme justement c'est un roman d'action avec beaucoup de dialogues puis des chapitres qui font 2-3 pages, je me dis que peut-être que vous pouvez quand même le tenter si jamais vous voulez. Donc voilà pour ma lecture terminée. Là, je sais encore pas. Je me suis pas encore décidée. C'est sûr qu'il va falloir quand même que je vous sorte ce vlog-ci en 2 morceaux parce qu'il va être trop long potentiellement. Même si je lis pas beaucoup d'ici dimanche, ça reste qu'il va être un peu trop long quand même pour que ce soit en un seul vlog. Mais je sais pas qu'est-ce que je fais. Techniquement, là, j'ai pas nécessairement envie d'enchaîner tout de suite un autre roman. Mais j'aimerais ça peut-être vous proposer plus que 2 romans. Fait que je sais pas si je vais continuer à me dire que je suis en vacances puis je lis bien qu'est-ce que je veux quand je veux. Ce qui serait un peu le but, mais en même temps, pourquoi pas. J'ai peut-être le goût de surfer sur le côté que le personnage principal a un chat qui s'appelle Trouble et me lire le fameux Cat on the Run de Aaron Blabey que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est le tome 1. Parce que, ben justement, c'est un roman jeunesse d'enquête humoristique où un chat, si je me souviens bien, se fait accuser à tort d'être l'autrice de crimes
Donc, ça se peut que je fasse ça parce que ça se lit super bien. Ça serait cool, en fait, parce que c'est quand même... Il y a le tome 2 qui vient juste de paraître en anglais et en français. Donc, je vais pouvoir vous dire que c'est une série qui est aussi marquante que pour moi que Les Méchants, donc Bad Guys, qui est l'autre série de l'auteur. Puis sinon, c'est possible que je me fasse ça, parce que si j'arrivais à lire ces 2 livres-là, je pourrais peut-être terminer le vlog aujourd'hui, puis vous le publier demain, puis en repartir un autre pour la deuxième partie que je vous mettrai dimanche. On verra. Donc, sinon, il y a celui-là que je m'étais trouvé en boîte à livres, je pense, ou en usagé. Peut-être en usagé. Donc, c'est ça ici. C'est le double de David Cali et Claudia Palmarucci. Et c'est aux éditions Notari. C'était vraiment mystérieux un peu. C'est un album pour les grands ou de la fiction illustrée. Ça a l'air quand même un petit peu étrange. Puis, à l'arrière, dans le fond, ce que ça dit, c'est « Des années ont passé et je ne sais pas si quelque part il y a encore mon double. Un moi-même avec ma tête, identique. Peut-être qu'il habite encore là-bas, dans la maison où j'habitais, et qu'il porte mes habits, lit mes livres. » C'est vraiment là étrange. Mais David Cali, habituellement, j'aime vraiment beaucoup les livres qui sont créés par ben, en fait, de toute façon, dès qu'il y a un duo qui inclut David Cali, je suis rarement déçue. Mais fait qu'on va voir, c'est un petit peu sombre, mais je me suis dit que je resterais quand même dans le côté un peu enquête, mystère, incertain, inconnu. Puis ça me ferait une petite thématique là, pour mon vlog, vu que j'ai été comme cozy mystery, auteur doudou, entre guillemets, puis peut-être rester dans le mystère. Donc, de toute façon, je vous reviens là-dessus. De toute façon, je vais sans doute au moins avoir lu Cat on the Run. Je vais vous revenir minimalement pour clore le vlog, puis on verra pour la suite. Allez, à tout de suite! Hey, bonjour! Alors, nous sommes toujours le mercredi et je vous reviens parce que j'ai fait les 2 petites lectures, celles que je vous avais présentées, incroyable. Alors, tout d'abord, un beau plongeon dans une course-poursuite un peu enfantine, mais pas tant que ça. Donc, le fameux Cat on the Run de Aaron Blabey. Donc, c'est le tome 1 et on va y retrouver justement la fameuse... Est-ce qu'elle a un nom? Je n'ai même pas regardé. Oh, je n'ai même pas regardé. C'est Miss Beautiful, c'est Princess Beautiful, qui est le chat, la femelle chat la plus populaire sur YouTube. C'est-tu YouTube ou c'est Insta? Je pense que c'est YouTube. Ou TikTok? C'est pas clair. Un réseau social. Donc, la plus populaire, puis elle fait en fait des vidéos de chats. C'est une chatte, donc elle fait des vidéos de chat, des vidéos un peu rigolos, comme ceux qu'on regarde, n'est-ce pas, à temps perdu, même si on n'ose pas l'avouer. Et tout le monde l'adore, elle a énormément de retours positifs sur les réseaux, mais en fait, en vrai, c'est vraiment une chippie. Elle traite tout le monde comme de la chenoute. En fait, c'est vraiment une diva, elle veut toujours avoir tout ce qu'elle veut, elle veut l'avoir immédiatement, puis si elle veut changer d'idée, c'est pas son problème. Finalement, ça va devenir le problème de la personne qui a essayé de l'aider. Donc, on découvre ce personnage-là qui est pas très agréable, qu'on n'a pas vraiment envie d'aimer. Et sa grande faille, c'est qu'elle est en amour avec Catrick Chase, je pense que c'est un chien ou un chat, un chien vedette, qui est dans le LQ plutôt que le GQ, c'est super drôle. Dans le fond, ça se passe la journée où elle va enfin avoir un rendez-vous galant avec lui. Mais avant ça, elle doit faire une espèce de petite vidéo ridicule où elle tape sur un ordinateur et avec des espèces de lunettes Googly Eye. Et voilà, elle a décidé que
elle allait le faire malgré qu'elle trouve que c'est pas super intéressant, mais qu'elle allait le faire. Finalement, le fameux Catrick arrive sur le plateau sans prévenir et finit par faire la vidéo parce qu'il a décidé de prendre un moment avec elle juste après la vidéo et tout. Et en faisant ça, on voit sur son écran où elle tapote qu'il y a un scorpion ou un scarabée, un scorpion, je pense, qui apparaît. Et là, on voit des grosses alertes. Attention, vous êtes en train d'activer les missiles nucléaires. Puis elle a ses lunettes googly eye, fait qu'elle voit pas vraiment. Elle fait comme ça pour la vidéo et tout ça. Puis, rapidement, on comprend, parce qu'on voit à l'extérieur du studio que, en fait, au départ, il y a un prologue qui semble nous dire qu'il y a comme un complot qui va arriver et qu'ils ont cette vedette de réseaux sociaux, cette influenceuse-là dans la ligne de mire. Et après ça, on voit qu'en fait, tous les journaux reprennent ça. Il y a des images qui ont été mises. Les gens vont zoomer sur l'écran puis voir que vraiment, on dirait qu'elle est en train d'activer des codes pour lancer des missiles nucléaires. Puis là, ça va prendre des proportions. Puis vraiment, ça va être le summum de du fake news. Donc, que ça va prendre des proportions. Les grands journaux vont reprendre la nouvelle en disant, ben oui, c'est la chatte la plus dangereuse. Elle est en train de vouloir détruire notre monde. Puis ça enfle. Tous les commentaires deviennent négatifs en dessous de ces publications. Et elle devient en fait une personne recherchée. Donc, on va la suivre pendant cette cavale-là et tout ça. Et avec tout ce qui va s'en suivre. Puis elle arrête pas de dire, mais c'est pas moi en même temps. Bon, c'est pas vraiment une personne super agréable, fait que c'est sûr que son équipe rapprochée, ils se garochent peut-être pas pour essayer de l'aider. Mais malgré le fait que son fameux Catrick se précipite pas quand elle va venir, quand elle se fait comme un peu appréhender par les autorités, ben il semble dire qu'il va essayer de l'aider quand même malgré tout, puis qu'il pense qu'elle est innocente et tout ça. Donc on va la suivre dans ses péripéties. Elle va être amenée à une prison qui est lointaine et puis finalement, rien va se passer comme prévu. Il va y avoir des rebondissements, des explosions et tout et tout. Et comme c'est une suite, ben, ça se termine sur un suspense et on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est sûr que j'ai envie de lire la suite. Je pense que c'est vraiment une série qui va accrocher beaucoup les jeunes lecteurs. Il y a énormément d'action. Mais comme je vous dis, le personnage principal n'est pas aimable. Puis elle n'a pas des bonnes intentions. Mais c'est sûr qu'on amène un peu le côté, la notion de réseaux sociaux, la rétroaction des réseaux sociaux, est-ce que c'est comme vraiment une vraie rétroaction? Puis à quel point ça peut dériver directement quand on se fie sur les réseaux sociaux pour avoir les nouvelles. Mais c'est ce que j'aime, c'est que c'est pas fait avec genre, ça c'est un gros néon qui annonce que c'est une leçon à apprendre. On reste dans l'humour, on reste dans la légèreté, mais en même temps on le comprend comme un peu entre les lignes. La différence de cette série-là avec les méchants, donc Bad Guys, c'est que dans les méchants, c'est des animaux qui sont mal aimés par les humains parce qu'ils sont considérés toujours comme des méchants. Puis c'est une bande d'animaux qui décident de juste ne pas être des méchants, malgré le fait que tout le monde les perçoive comme des méchants. Puis malgré le fait qu'ils ont l'instinct d'être des méchants, ils vont tout faire pour essayer de ne pas être des méchants. Donc, il y a quand même une intention, une volonté, en tout cas, de changer les choses. Là, dans ce tome-là, c'est juste une mise en contexte, mais on dirait que le personnage principal, à part dire qu'elle est innocente puis pleurer sa vie parce qu'elle dit qu'elle est innocente, elle n'a pas l'air de comme réaliser que son attitude, c'est une attitude de schnout. Mais bon. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai quand même trouvé comme ça bouge énormément. Il y a beaucoup d'action. La seule chose que je dirais, c'est que c'est peut-être quand même... Mais là, je vais vous montrer un peu... peut-être une planche, justement, quand... Elle est en train de faire sa vidéo, puis on voit les avertissements qui apparaissent sur son clavier. Comme ça bouge beaucoup, des fois, je trouve que c'est un peu difficile à suivre le texte versus l'action. J'avais pas ressenti ça dans Les Méchants, mais j'ai peut-être pas été jusqu'au bout de la série, fait que peut-être que ça bougeait pas tant que ça. C'est peut-être juste mes petits yeux fatigués là, d'adulte au cœur jeune, mais qui suit peut-être pas autant que ça. J'ai peut-être trouvé que c'est un peu chargé, mais en même temps, il y a des grandes pages qui sont quand même assez vides, mais comme par exemple ici, tu sais, c'est assez chargé, on comprend, mais il y a beaucoup de textes quand même à saisir, donc bon. Mais sinon, ça m'a bien plu. Est-ce que c'est un coup de cœur? J'ai préféré encore les Bad Guys pour le moment, mais j'ai quand même envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, donc je pense que c'est une belle série peut-être à démarrer, si jamais ça vous dit. Un personnage, une anti-héroïne, donc c'est assez rare quand même. Puis, bien évidemment, c'est tout le préjugé qu'on a. Ben, en fait, non, parce qu'en fait, souvent, les chats, on va dire qu'ils sont comme indépendants, arrogants, puis qu'ils veulent pas s'occuper de personne. Donc, on va un petit peu dans cette espèce de voie-là. Mais cette fois-ci, c'est comme une fille qui a l'air fine, mais qui est une méchante. Dans les anciens, c'était des méchants qui avaient l'air des méchants, mais qui étaient fins. Fait que, tu sais, je pense que c'est là-dessus que l'auteur joue. Alors, petite lecture sympathique. Et sinon, cette espèce de livre-là,
qui m'a vraiment marqué. C'est super bon, vraiment, là. Donc, le double de David Cali et Claudia Palmarucci. Je dirais pas que c'est un album jeunesse, je dirais que c'est de la fiction illustrée, c'est peut-être un album pour les grands, je dirais peut-être fin primaire, donc 3e cycle, et c'est super troublant, en fait. Non seulement les images sont troublantes, on alterne avec des pages qui ont illustrations et texte, comme ceci, et des pages dont la narration est, en fait, l'ambiance est seulement visuelle, donc des doubles pages comme ça ici. Et on va suivre un homme qui travaille, qui nous raconte une histoire, qui dit que ça fait tellement longtemps que les choses sont passées qu'il ne sait plus trop, qu'il ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais il nous raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'il travaille dans une usine, que sa tâche était de compter le nombre de pièces qu'il fait produire par jour, puis éventuellement, l'usine est devenue de plus en plus productive. Puis, tu sais, je trouve que c'est tellement intéressant de regarder cette double page-là. Le côté déshumanisation là, des usines et tout ça. Donc, sa tâche était ça. Puis là, plus c'est allé, puis plus il y a eu une production, puis là, les ouvriers de l'usine étaient obligés de travailler tout le temps en continu, en surtemps, 7 jours sur 7. Puis à un moment donné, il en avait son casque, là, il était comme plus capable, puis il a dit, ben là, ça n'a pas de sens, je vais aller voir le propriétaire, puis je vais lui dire que je m'en vais, là, ça n'a pas de sens, je ne vais même plus capable de vivre ma vie, je suis plus capable de faire autre chose en dehors. Puis, mais en même temps, il connaissait le propriétaire, puis il est comme pas super gros le goût de se faire de la peine. Donc, quand il va le voir, le propriétaire dit « Ah, c'est juste ça, il n'y a pas de problème, va à telle place, puis dis que c'est moi qui t'envoie. » Fait que dans le fond, il arrive à cet endroit-là, qui s'appelle Duplex. Et il arrive là, et on l'invite à s'installer, à prendre un bon bain et tout. Et puis, quand il se réveille, parce qu'il sombre un peu dans je sais pas, l'espèce de nirvana du bain chaud. Et quand il se réveille, en fait, on m'a dit qu'il a bientôt terminé. Puis ce qu'il réalise, c'est qu'ils ont comme créé un double de lui-même. Donc, le propriétaire de l'usine l'a envoyé se faire dupliquer. Et puis là, finalement, quand il rencontre le directeur de l'usine, il dit, ben là, évidemment, maintenant que tu es rendu avec un double, c'est bien parce que la personne, ton double va pouvoir faire les choses qui ont besoin d'être faites à la maison, puis tout faire le restant, puis toi, tu vas pouvoir travailler tout le temps comme ça. Puis là, ça commence comme ça, puis là, il réalise que dans le fond, il est en train de se faire avoir parce que dans le fond, il n'y arrivait plus. Il voulait arrêter de travailler pour vivre, puis là, finalement, on est en train de le faire travailler pendant que ton double vit sa vie, finalement. Puis, éventuellement, les doutes vont s'insinuer. Donc, autant chez le lecteur que chez le personnage principal, est-ce que c'est lui le double ou c'est lui l'original? Donc là, il va se poser des questions, puis finalement, il va prendre une décision par rapport à la suite des choses que je ne vous dirai pas. Je vais vous laisser le lire, puis vous réalisez ça. Mais c'est super intéressant parce que, évidemment, là, vous voyez bien, ça pose une question sur... est-ce que le travail, c'est tout dans la vie? Est-ce qu'on demeure des personnes comme dans une société de consommation puis de production intense comme ça? Est-ce qu'on demeure quand même des personnes où on est juste des numéros? Est-ce que ça vaut la peine de vraiment tout faire pour être le plus productif possible en oubliant de vivre? Mais aussi tout le côté nouvelle technologie, modernité, tout ça, le côté, ça a du bon, mais en même temps, il faut peut-être juste garder une espèce d'esprit critique là-dessus. Et avec aussi une fin qui n'est pas vraiment une fin, c'est-à-dire que une fin où on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe avec tout le monde. Donc, on va voir le narrateur, on va suivre jusqu'à la fin, mais il y a des parties, dont entre autres, qu'est-ce qui se passe avec le double, puis qu'est-ce qui se passe avec ce qui nous a été introduit au début de l'histoire. Il ne va pas nécessairement nous le dire parce qu'il ne sait pas lui-même. Donc, la seule chose que je dirais, c'est que moi, comme c'est une fin ouverte, des fois, vous savez, j'aime moins ça. Mais dans ce cas-ci, ça ne m'a pas dérangé du tout parce qu'en fait, le personnage principal ne le sait pas non plus. Donc, j'ai pas l'impression que comme lecteur, on me dit, c'est à ton tour d'imaginer et de décider qu'est-ce qui va se passer et tout. Alors que là, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'on est comme solidaire avec le personnage principal qui dit, je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. L'histoire en tant que telle, donc l'histoire, le scénario de David Cali, intéressant, évidemment, suscite beaucoup de questions, très remuant. Ça fait penser, c'est un petit moment de questionnement philosophique et sociologique, disons. Et l'univers de Claudia Palmarucci, c'est majeur, parce que dans le fond, c'est elle qui rend encore plus l'ambiance grinçante. Voyez-vous, ça, c'est le moment où il va trouver que
Il y a son jumeau, mais un double qui est arrivé. Je trouve que grâce à ces doubles planches qui font juste évoquer comme là, c'est quand il rentre dans le fameux duplex. Regardez ça, il n'y a pas nulle part où c'est décrit. Ce que je vais vous montrer là, c'est pas décrit dans le texte, mais juste le fait qu'elle décide de choisir ça pour illustrer l'ambiance qui est ressentie par le personnage quand il rentre, je trouvais ça extraordinaire. Donc voilà qu'est-ce qu'elle décide d'installer avec l'entrée et le dialogue qui est là. Donc on voit ici une dame avec une étiquette sur la bouche, comme si on allait y mettre une bouche différente à chaque personne. Je sais pas, j'ai trouvé ça parfait. C'est un univers visuel qui est peut-être pas fait pour tout le monde. Ça a des traits un peu vieillots qui me fait un peu me faire penser à des fois un peu du Gérard Dubois ou Pascal Blanchet, plus Pascal Blanchet peut-être, mais avec un côté un peu plus sérieux, un peu plus pas appesanti, mais un peu plus avec le poids du monde sur les épaules que, mettons, Pascal Blanchet, où c'est plus vieillot seulement. Là, c'est comme vieillot, puis comme pesant, puis on se sent un peu comme étouffé par la situation, mais c'est tellement bien fait, là. Vraiment, je suis tombée là-dessus par hasard. C'était un livre usagé. Je l'avais trouvé, je pense, à la bouquinerie Charlie Bouquin, il me semble. Puis, une chance que je l'ai pris, c'est juste un hasard. Ça avait été dans les romans graphiques, mais je ne sais pas trop dans quoi on peut classer ça. Mais si vous avez une chance, c'est pas neuf du tout. Là, ça date de 2015. Donc, clairement, c'est plus en librairie si vous voulez l'avoir. C'est juste pour vous dire, il n'y a pas d'illusion. Mais en bibliothèque, c'est peut-être encore là, puis ça vaut vraiment le coup. Donc, voici le double de David Kelley. Et c'est aux éditions de Notary. C'est, je crois, un des coups de cœur graphiques que j'ai depuis, un bon coup de cœur graphique que j'ai eu depuis longtemps. Je trouve ça intéressant, je le garde, je vais le laisser le faire peut-être passer autour de moi parce que je trouve que la réflexion est vraiment intéressante. Alors, sur ces deux dernières lectures, je vais clore cette première partie du vlog. Comme on est mercredi, ça va être parfait. Je vais vous monter ça, je vais vous mettre ça à votre disposition dès demain, jeudi, puis je repars un nouveau vlog. Je ne sais pas quelle durée va avoir l'autre, mais il va être en ligne pour le dimanche, donc c'est comme ça. J'espère que ça vous a plu. Ça a été un début de vacances où j'ai vraiment été en mode je lis qu'est-ce que j'ai envie au moment où j'ai envie de le lire. Et je suis restée quand même dans le auteur doudou, mais qui m'a emmené ailleurs que ce vers quoi je me dirigeais. Sauf peut-être le Fate Martin, là, ça m'a amené à l'endroit où je pensais aller, mais en même temps avec une profondeur émotive de plus. Et aussi des découvertes. Bon, Aaron Blabé, pour moi, c'est un auteur doudou aussi, avec le chat et tout. David Kelley, c'est un auteur doudou. C'est tous des auteurs préférés que j'ai, mais qui m'ont amené pas nécessairement à l'endroit où je m'attendais. Comme je vous dis, Fate Martin, oui. Aaron Blabé aussi. Mais dans le fond, Richard Osman, il m'a pas amené à l'endroit où je pensais qu'il allait m'amener, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis David Kelley m'a pas amené à l'endroit où je pensais qu'il allait aller, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Si jamais le cœur vous en dit, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Puis, ben voilà. Je vous souhaite des superbes lectures jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la partie 2. Allez, à tout bientôt!